part et d'autre, et ils vont asseoir, bien évidemment, des présidents qu'ils peuvent manipuler. Une fois que ces présidents-là sont installés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire signer des contrats de dupes à ces présidents-là pour que ces présidents-là puissent leur concéder l'exploitation, justement, de ces zones qui sont très riches en minerais. OK? Mais ce que vous devez savoir dans les contrats ont toujours un temps d'exploitation. Ça dit que vous ne pouvez pas exploiter indéfiniment un site dans un pays qui n'est pas le vôtre. Ça veut dire que si aujourd'hui, je veux aller exploiter l'or, par exemple, au Mali, bien évidemment, il va avoir une concession que l'État malien va me concéder sur un temps bien défini pour que je puisse, bien évidemment, exploiter cette zone. Donc, c'est limité dans le temps. Mais vous comprenez que ça n'arrange pas ces États-là qui ont besoin non seulement de cette production minière-là pour garantir l'embonpoint de leur économie. Parce que l'or, vous savez que... On va en venir. L'or, c'est la matière qui ne se déprécie jamais. C'est pour ça que c'est la matière la plus utilisée pour garantir les monnaies. Voilà. Parce que la monnaie doit se faire garantir. Pour que la monnaie soit solvable, pour que la monnaie soit utilisable, pour que la monnaie puisse, générer un capital confiance important, il faut que la monnaie soit adossée sur quelque chose de fort. Donc, il faut garantir cette monnaie-là. C'est pour ça qu'on adosse les monnaies ou alors on garantit les monnaies sur les minerais le plus souvent. Donc, sur l'or, sur les hydrocarbures et tout ça. Parce que ce sont des éléments qui ne se déprécient pas. Voilà, bien au contraire. Donc, si tu garantis ta monnaie sur l'or, mais bien évidemment, ta monnaie sera une monnaie, solide. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de se constituer des réserves d'or très importantes pour garantir leur monnaie et puis emprunter sur les marchés mondiaux de telle sorte que on peut leur prêter de l'argent parce qu'ils ont des réserves d'or importantes. Je ne sais pas si jusque-là, vous comprenez un peu mon analyse. Hein. Donc, comme je disais, ils ont mis les présidents à la tête de ces États-là et ils ont fait signer des contrats de dupes pour l'exploitation, justement, de ces zones qui sont riches en or et autres. Mais comme je le disais, ces contrats-là sont limités dans le temps. Alors que eux, ils ont besoin de s'asseoir là indéfiniment. Et vous savez que quand vous mettez un président à la tête d'un État, même si vous voulez qu'il fasse 30, 40 ans, dans l'ère actuelle, il n'est plus possible de garder très longtemps un président à la tête d'un État. Parce que s'il est là longtemps, ça va finir par exaspérer les populations. Et puis un coup d'État a vite fait d'arriver. Alors que quand il y a un coup d'État, vous n'êtes pas sûr de maîtriser les tenants aboutissants de ce coup d'État-là. Donc ça veut dire que vous devez vous arranger à chaque fois que le délai imparti pour que le président que vous avez mis là arrive, vous devez vous arranger à mettre un autre président aux ordres pour perpétuer votre mainmise sur les richesses de ce pays-là. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, si à chaque fois, quand les Africains n'avaient pas encore l'esprit très ouvert, quand les Africains n'étaient pas encore très dégagés intellectuellement, c'était facile de maintenir des présidents là, leur faire des mandats en un point fini, et puis utiliser d'autres présidents. C'était facile, mais maintenant, les populations africaines sont beaucoup plus éveillées et elles comprennent réellement les enjeux. Donc, c'est difficile désormais pour les Occidentaux de maintenir des présidents à la tête des États de façon indéfinitive. Et ça, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque les contrats qui leur sont cédés plus ou moins pour exploiter ces zones riches-là arrivent à une certaine échéance, ils ont besoin de faire quoi? De s'assurer que ces contrats-là perdurent dans le temps. Mais ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des kystes. Les kystes, là, c'est quoi? C'est des rébellions ou alors
ils vont créer, ils vont permettre l'éclosion du terrorisme. Et ces terroristes-là vont faire quoi? Vont occuper les zones riches là, que eux ils guettent. Et c'est pas ce que vous comprenez. Ils vont rendre en quelque sorte ces zones-là en no man's land. Donc ce seront des zones qui ne seront plus sous le contrôle de l'État. Vous voyez leur démarche. Hein. J'explique ça vraiment de terre à terre. C'est pour que vous compreniez pourquoi il y a des rébellions, pourquoi il y a le terrorisme et tout ça. Donc ils vont annexer ces zones qui sont très riches pour que l'État n'ait plus un droit de regard, pour que eux, ils puissent faire quoi? Exploiter de façon abusive toutes les richesses, sans forcément rendre compte à ces États-là. Donc, quel que soit le président qui vient là, il sera obligé de coopérer parce que son pays est en proie au terrorisme. Vous comprenez? Donc, c'est eux qui vont susciter soit des rébellions, ou alors qui vont créer des kystes et armer ces terreaux-là pour attaquer ces zones riches-là, pour que plus désormais l'État ait un droit de regard. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ce sont les mêmes qui sont garants, bien évidemment, d'aider les armées de ces pays-là à se doter en termes de logistique, en termes d'armement, c'est eux qui ils vont dire que n'ayant pas, ils vont dire à ces États-là, comme vous n'avez pas les ressources militaires pour faire face à ces terroristes-là, nous, on peut vous aider. On peut vous aider à endiguer l'avancée de ces terroristes. Parce que c'est eux qui sont au courant de ce que chaque pays a comme armement. Donc, vis-à-vis de ce que les terroristes détiennent comme armement, ils vont faire un état des lieux pour dire, vous n'êtes pas à même ou en mesure de lutter contre ces terreaux. Qu'est-ce que l'État va faire? L'État va donc demander de se faire appuyer, de se faire assister. C'est comme ça que eux, de façon légale, ils vont venir s'installer avec leur armée pour, selon eux, contenir l'avancée des terreaux. Mais en fait, vous savez très bien que c'est pas le but. Le but, c'est de maintenir une durabilité, justement, de ces terreaux-là pour que eux, ils puissent exploiter sans rendre compte à ces États-là, ils puissent exploiter toutes les ressources minières qui sont là, qui sont annexées par les terreaux, et eux, ils vont continuer de s'enrichir. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que vous avez compris le problème du monde. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui se passait pendant longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va poindre à l'horizon? L'une des constituantes de la pauvreté des pays africains, c'est que ces pays-là, pour la plupart, en tout cas, n'ont pas de monnaie forte. Vous voyez? N'ont pas de monnaie forte, ou alors ces pays-là sont dans des monnaies, sont dans des communautés monétaires qui ne dépendent pas d'eux. Ils sont dans des communautés monétaires dont ils n'ont pas les leviers. Vous comprenez? Donc, si tu n'as pas la capacité de gérer ton argent et que quelqu'un d'autre gère ça pour toi, c'est sûr que tu ne peux pas faire face à tes charges que tu trouves prioritaires. Je veux dire quoi? Dans ton salon, il n'y a pas de télé. Tu veux payer une télé. Les gars vont te dire, non, mais tu ne gagnes pas assez d'argent, tu ne peux pas te payer une télé. Prends 10 000, va t'acheter un petit poste radio et puis tu mets des piles derrière. Pourquoi? Parce que tu ne gères pas ton argent. Mais c'est pire. Les enjeux, en fait, je ne sais même pas tellement, les idées s'entrechoquent dans ma tête. J'aurais dû commencer mes directs sur l'AES depuis, parce que j'ai tellement de choses à dire concernant l'AES, sur tout ce qui est en train de se passer. Ces pays-là vont être maintenant confrontés, bien évidemment, au terrorisme, aux groupes djihadistes qui vont apparaître ça et là comme par magie. Et on va inviter, bien évidemment, les Occidentaux à venir gérer une sorte de zone tampon pour freiner l'avancée de ces terroristes-là. Mais il n'en est rien. À la vérité, vous savez très bien que c'est, comme Mathieu le dit, c'est des pompiers pyromanes. C'est juste dans le but d'exploiter à suffisance
toutes les ressources minières sans en rendre compte à l'État. Parce qu'ils ne veulent rien reverser aux États. C'est ça le problème. Parce qu'ils ont besoin véritablement de se constituer une manne assez importante pour soutenir eux-mêmes leur économie. Et je vous l'ai dit, la matière la plus importante et la moins dépréciable qui peut garantir une monnaie, c'est l'or. C'est pour ça que le dollar et tout ça, les gens ils constituent des réserves d'or très importantes. Allez-y voir ce que la Chine a comme réserve d'or. On va en venir. Donc, ça c'est un premier fait. Maintenant, on a la question du CFA. Donc, politiquement, on est tenu. Non seulement on a des politiciens aux ordres qui sont tenus, mais puis on va ajouter un autre problème qui est quoi? Qui est de créer l'instabilité dans ces pays-là. Par le truchement des groupes djihadistes, ou bien des terreaux, bien des rébellions, tout ce que vous voulez. Donc, ces pays-là sont cernés doublement. Politiquement, ils sont tenus. Sur le plan sécuritaire, ils ne peuvent rien faire du tout. Mais en troisième lieu, ces pays-là ne peuvent pas parler d'une seule voix. Quoique ayant les mêmes frontières, elles sont obligées de parler une à une. Vous comprenez? Donc, ce ne sont pas des voix qui vont très loin. Et pour amplifier leur voix sur la place du monde, elles sont obligées de passer par l'ancienne puissance coloniale qui est la France. C'est la France qui va plaider pour ces pays-là, devant par exemple le FMI, devant par exemple l'ONU et tout ça, pour des questions d'ordre sécuritaire et d'autres questions. Vous voyez? Donc ces pays-là sont très faibles, quoique étant très riches. Deuxième point, il y a la question du CFA. Je vais vous donner le fonctionnement simple du franc CFA. Ok? Comment le CFA fonctionne? De façon simple, hein, le CFA fonctionne avec une parité fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec une parité fixe avec l'euro, ça veut dire 1 euro est égal à 655. Donc c'est une parité fixe. Elle ne va jamais fluctuer. Elle va rester fixe. Ça veut dire que CFA est égal à 655. Donc, on est sûr que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, 1 euro va toujours faire 655. Donc, ça garantit cette convertibilité-là. Mais qu'est-ce qu'on paye en retour pour que 1 euro fasse toujours 655? Voici comment fonctionne le CFA. Je ne sais pas si vous comprenez. En termes très simples, je ne vais même pas rentrer dans un aspect économique quelconque. Je ne vais même pas rentrer dedans. Je reprends. Le CFA fonctionne avec une parité fixe avec l'euro. OK? Donc, quand on dit parité fixe avec l'euro, ça veut dire que 1 euro égale à 655. Jamais 1 euro ne va faire 500 francs CFA ou 800 francs CFA ou 900. Non. C'est une parité qui est fixe. Poutine, tu vas pas m'apprendre comment faire mon panel. Je suis en train d'expliquer à mes frères africains, à mes frères ivoiriens, des choses simples. Parce que ce que je veux en venir, c'est sur le discours. Donc, je sais ce que je suis en train de dire. Donc, je reprends. Donc, le franc CFA fonctionne avec une parité qui est fixe. OK? Voilà. 1 euro, 655. C'est ça la parité fixe. Parce que jamais 1 euro ne vaudra 500 francs CFA ou alors 1000 francs CFA. OK? Maintenant, c'est quoi? Il faut garantir cette convertibilité-là. C'est-à-dire, pour que 1 euro soit toujours égal à 655 là, il faut payer quelque chose en retour. Elle dit quoi? Chini dit quoi? Mais ça varie. Non, ça n'a pas varié. Va voir, tu vas voir 1 euro. 1 euro. Attends, je vais checker ça pour toi. Désolé les frères. Hein. 1 euro, ça fait 655,96. Ça ne peut jamais varier. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne peut jamais varier. Parce qu'il faut garantir ça. Mais Modo, pardonnez, veillez à ce que les aliénés là ne viennent pas m'embrouiller sur le panel. Parce que je vais expliquer des choses à mes frères qui m'écoutent. N'est-ce pas?
Donc, je reviens. Donc, c'est en termes simple. Donc, pour garantir cette convertibilité-là, qu'est-ce que nous, on paye en retour? Parce que si tu ne garantis pas cette convertibilité, un matin, 1 € peut faire 1000 francs. Puisque tu n'as pas de quoi soutenir, toi, ta monnaie. Tu n'as pas de quoi, donc tu es obligé de t'adosser sur la France qui va garantir cette convertibilité, cette parité fixe là avec l'euro. La France fait ça pour toi. Et c'est pas ce que vous comprenez. Maintenant, toi, tu donnes quoi en échange? C'est ça là qui est le problème du franc CFA. Ok? En échange de quoi? C'est ça. Donc, les pays membres là, ils vont déposer 50% de leurs réserves de change sur un compte d'opération. Vous voyez ce que ça nous coûte? 50% de nos réserves d'échange. C'est quoi les réserves d'échange? Ce sont les actifs que nous avons. Donc, ça peut être de l'or. Hein? Premier, de l'or, des devises étrangères. En tout cas, tout actif qui peut constituer quelque chose de solide. Donc, ça veut dire que si nous, dans notre balance commerciale, ou alors dans notre balance commerciale, ou alors sur nos exportations, par exemple, hein, sur nos exportations, si, par exemple, c'est quand tu exportes que tu gagnes de l'argent. Sur nos exportations, là, si on gagne 10 000, il y a 5 000 qui sont réservés pour garantir uniquement ce taux de convertibilité-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas notre monnaie à nous. On a besoin de s'appuyer sur une autre monnaie. Donc, on a besoin de s'appuyer sur la France pour garantir. Mais pour que la France puisse nous aider à garantir ça, pour ne pas que peut-être notre monnaie, le coût de notre monnaie chute, la France dit, donnez-moi 50% de vos réserves. Hein? Et c'est pas ce que vous comprenez. Donnez-moi 50% de vos réserves d'échange. Donc, tu gagnes déjà pas assez. Le peu que tu gagnes, tu vas enlever moitié. Tu vas donner ça à la France. Et puis, elle va encore piller. Les gars, ce que le direct, ça là, c'est dangereux. Hein? Et ce que tu gagnes, tu vas donner 50% en termes de réserve d'échange. Et puis, tu vas faire quoi? Tu vas leur concéder des contrats, mais de dupes. Parce que si tu ne fais pas ça, ta monnaie va faire quoi? Va perdre de la valeur. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il y a eu la dévaluation du franc CFA. Normalement, notre monnaie n'aurait pas dû être dévaluée. Mais c'était une façon de nous ramener à l'ordre. Et c'est pas ce que vous comprenez. Pour dire, ah, si vous ne nous laissez pas vous aider à gérer, votre monnaie va perdre de la valeur. Et si elle perd de la valeur, c'est votre économie qui s'effondre. Et si votre économie s'effondre, il y aura une révolution populaire. Et le pays va s'énagami. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Vous avez vu, non? Première dévaluation, vous avez vu ce que ça vous a fait. Donc, les pays africains vont courir, se jeter dans les bras de la France, juste pour garantir cette parité-là, fixe avec l'euro. De peur que notre monnaie, hein, ne chute. C'est tout le problème qui est là. Si vous avez compris ça, c'est tout. Donc, ça nous coûte beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que le franc CFA appauvrit. C'est vrai, elle a une certaine forme de stabilité, mais elle est appauvrissante pour les États africains. Vous voyez? Parce qu'on paye trop cher pour garantir cette parité-là. Ça nous coûte trop. Et comme c'est sur l'exportation et sur nos ressources minières que nous avons de l'argent, donc c'est là-bas, là, ce qu'on devait gagner pour se développer, là, c'est ça qu'on prend pour donner cadeau. C'est en français terre à terre, je n'ai utilisé aucun terme économique. Donc, comment on sort de ça? Voici toute la problématique. Quel est l'État ou alors quel est le pays qui va avoir suffisamment de cran pour faire face à ça? Si vous avez compris ça, vous allez soutenir l'AES, vous allez comprendre pourquoi d'autres soutiennent l'AES et pourquoi d'autres pays qui sont aux ordres combattent l'AES. Vous comprenez? Parce que, en garantissant
ce taux de convertibilité là par l'échange de nos réserves de change au trésor chez les blancs là-bas, on les enrichit. Parce qu'il n'y a pas que les réserves d'échange, je vous ai dit, c'est pas seulement l'argent. Hein, l'argent n'est pas forcément... c'est pas l'argent seulement qui constitue les réserves d'échange. Non, hein. Il y a l'or dedans. Donc si tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas donner ton or, qui va aussi constituer cette réserve d'échange là. Et c'est jusqu'à 50%. Ça veut dire que tant qu'on sera dans cette forme-là, on ne va jamais devenir quelque chose. Voici tout le problème qui va mettre fin à ça. C'est ça. À chaque fois qu'on a un président révolutionnaire qui veut penser outre ce vieux système-là, ne faites monter personne. Hein. Il sera victime de quoi? Victime d'un coup d'État. Pourquoi? Parce que l'ordre est déjà établi et l'ordre établi enrichit et engraisse plus les Occidentaux, mais par défaut, appauvrit davantage les pays africains. C'est ça en fait le problème. Donc je vous ai posé en fait la problématique en façon très simple. On est tenu politiquement, on a invité par devers nous les Occidentaux à occuper de l'espace sur nos territoires, on leur a cédé notre sécurité, et puis toi, on leur a donné la possibilité de tenir notre économie. Donc à quel moment toi tu es, à quel moment nous sommes des êtres humains? À quel moment nous sommes des êtres humains? Je vous pose la question. Voici ce sur quoi nous devons faire beaucoup de panels, juste de façon simple, pour expliquer ce qui arrive. Donc, désormais, vous comprenez pourquoi toute l'oligarchie occidentale est dressée contre les 3 petits pays d'Afrique là. Parce que de ces 3 petits pays-là, il va y avoir un bouleversement de l'ordre mondial concernant la politique géostratégique et surtout la politique monétaire mondiale. Donc, est-ce que vous voyez l'ampleur de ça? Ce dans quoi les pays de l'AES sont engagés, si on ne les soutient pas, ce sera terrible. Ce dans quoi les pays de l'AES sont engagés. Donc, si vous avez compris mon développement, vous allez comprendre que on doit vraiment faire bloc. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Pour se dégager d'abord économiquement, il faut faire quoi? Il faut d'abord se dégager politiquement parlant. Il faut que nos pays, la gestion de nos pays, sur le plan purement politique, nous revienne. Ben, si politiquement, tu te fais instrumentaliser, à quel moment tu peux mettre en place un ambitieux programme de développement pour tes populations? Tu ne peux pas. Regardez par exemple, le fait que le président Ibrahim Traoré soit là. Il peut lui-même décider de la stratégie de développement pour le Burkina Faso, sans être gêné. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu as un président aux ordres, tu ne peux rien décider parce que ils ne veulent pas que vous injectez de l'argent dans le développement du pays parce que cet argent-là doit leur revenir. Parce que si tu deviens indépendant économiquement, eux, ils ont tout à perdre. Avant de se dégager économiquement, il faut d'abord se dégager politiquement. Mais ce ne sera pas par les élections. Et c'est pas si vous comprenez. Puisque tout le système gouvernemental, électoral, tout ce que vous voyez là, c'est pourri. Donc on ne peut pas prôner un changement par le système démocratique, puisque c'est eux qui tiennent ce système-là. Et c'est pas ce que vous comprenez. Donc, quand c'est comme ça, on est obligé d'user d'un moyen non conventionnel qui n'est pas
forcément appréciable, mais en fonction du contexte, on peut accepter le moyen qui est utilisé pour marquer cette rupture-là. Et ce moyen-là, c'est quoi? Mais c'est le coup d'État. Il faut rompre l'ordre constitutionnel établi, parce que l'ordre constitutionnel établi, il est pourri. Si on veut faire ce changement-là de cet ordre constitutionnel par le biais de la démocratie, on n'y arrivera pas, parce que c'est eux qui gèrent cela. Et voyez. Donc, le président Ibé, là, avec celui du Mali, là, ils sont dans quelque chose de très, 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 très énorme. Ça, en fait, ça dépassait le cadre purement africain. C'est même au-delà de ce qu'on n'espère même pas, de ce qu'on ne pense même pas. C'est pas ce que vous comprenez. Je vais aller un peu plus rapidement. Quand ils finissent de faire les coups d'État, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils viennent rompre l'ordre établi qui nous maintient dans cette forme d'esclavage-là. C'est tout. Ils viennent rompre avec l'ancien ordre établi. C'est ça en fait. Et on veut les faire passer pour qui? Pour des putschistes, sans foi ni loi, qui viennent tuer leur population. C'est faux. C'est faux. Il n'y a que simplement, ils ont décidé de casser cet ordre établi là et de créer un nouvel ordre. Regardez ce que le Mali a fait, par exemple. Ils ont reconsidéré leur code minier. Ils ont repris en main leurs ressources importantes. Mais comment? Par la diversification de leur partenariat. Parce que quand tu as un seul partenaire, tu es tenu en laisse. Tu es obligé d'accepter tout ce que ce partenaire, cet unique partenaire-là, va t'imposer comme politique, comme contrat, comme tout. C'est pour ça qu'on nous empêche de prôner la diversification dans nos partenariats. Tous les présidents qui s'évertuent à tourner le regard ailleurs, vers d'autres partenaires, ils sont... Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, quand on arrive à rompre l'ordre constitutionnel, donc à bouter hors du système les valets locaux, il faut s'attaquer aux problèmes de taille. Il faut recouvrer la souveraineté et l'entièreté du territoire. Puisque nous partageons des frontières communes, s'il y a un des nôtres qui est impacté ou affecté durablement par le terrorisme d'État, ça va se gangréner et ça va attaquer l'autre État. Parce que nous partageons des communes, des frontières. Je voulais dire frontières. Ouais. Donc, ils sont obligés de faire quoi? De coopérer. C'est pour ça que je dis, avant de mettre en place une fédération, une confédération, une union, peu importe ce qu'elle est, il faut que vous ayez un point commun, il faut que vous ayez des frontières communes. C'est très important. Les pays que vous voyez là, la Chine, la Russie c'était l'URSS, c'était plusieurs fédérations, mais partageaient des communes, des frontières. Pourquoi il dit des communes? Voilà. Donc, ils sont obligés de faire quoi? Mais de collaborer militairement. Ils n'ont pas le choix, ça s'impose à eux. Parce que si un de nous est gangréné, la gangrène va prendre tout le corps. Et comme nous partageons des frontières communes, si nous ne réagissons pas à l'attaque que subit un des nôtres, forcément, une fois qu'ils auront eu raison d'un des nôtres, mais c'est nous qui serons les suivants. Donc, comment je peux dire, le fait de travailler ensemble s'impose. En tout cas, sur le plan sécuritaire, ils n'ont pas le choix. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mais ils ne vont pas faire que ça. Ils vont tourner les regards ailleurs vers d'autres partenaires. Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la table? Ils vont mettre sur la table que, depuis qu'ils sont confrontés au terrorisme, les résultats, quant à la lutte contre le terrorisme, depuis qu'ils ont fait appel aux Occidentaux, donc la France et tout ça, les résultats sont là. Ce sont des résultats médiocres. Pire, les terroristes non seulement gagnent du terrain, mais ils sont assis sur les zones les plus importantes du pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de votre capacité, non seulement à nous armer pour que nous puissions faire face nous-mêmes à ces terroristes-là, aussi sur le fait que vous n'ayez pas pu véritablement lutter efficacement contre ces terreaux,
nous allons chercher d'autres partenaires à l'effet de nous aider à contrer l'avancée ou alors le grossissement de ces terreaux et de ces groupes djihadistes. Est-ce que quand le problème est posé comme ça, vous pouvez empêcher quelqu'un de réagir, d'aller voir d'autres partenaires? Non. Donc il fallait dans un premier temps rompre l'ancien ordre constitutionnel. Deuxième, une fois que c'est fait, il fallait maintenant chercher un partenaire qui peut rivaliser avec l'ancien ordre qui était établi. C'est important. Ils auraient pu choisir. Il y a le Brésil, par exemple. Mais, parce que si un gros bras frappe ton enfant et que toi, tu ne peux pas frapper le gros bras, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chez un autre gros bras. Mais là où c'est intéressant, la diversification de ce partenariat, donc en se tournant vers une autre puissance, a été gagnant-gagnant pour eux. Pourquoi? Parce que l'autre partenariat établi ne vient pas remplacer l'ancien ordre qui appauvrissait ces pays-là. Remarquez pourquoi. Quand ils étaient encore, comme on appelle ça, avec la France et tout ça, en 2012, en 2020, le Burkina produisait 500 kilos d'or. Devinez, la production d'or du Burkina, c'est combien aujourd'hui? En une année. Qui peut me dire ça? Qui suit l'actualité? Quand ils étaient en alliance avec la France et tout ça, pour lutter contre les terroristes, là, la production d'or était de combien pour le Burkina? 500 kilos. Aujourd'hui, cette production-là est à combien? Imaginez le chiffre. 60 tonnes d'or en moins de 3 ans. Ça veut dire quoi? Faites 60 tonnes moins 500 kilos. Le reste de l'or produit là, ça allait où? Est-ce que vous voyez? Donc, le nouveau partenariat établi permet à ces pays-là d'avoir, Dieu merci, la gestion et le contrôle sur leurs richesses. C'est ça qui est avantageux. Vous comprenez? Parce qu'ils ne perdent rien en conséquence. Ils ne perdent rien en définitif. Ils ne perdent absolument rien. Donc, en plus de faire un partenariat gagnant-gagnant, on leur donne la possibilité de former leur armée, mieux de les doter en équipement de pointe et de les laisser eux-mêmes prendre comment on appelle ça, le commandement de la lutte contre le terrorisme. Ça fait qu'ils n'auront plus nécessairement besoin qu'une autre puissance vienne occuper leur territoire pour lutter contre justement ces attaques terroristes-là. Donc ça leur donne cette autonomie véritable de lutte contre le terrorisme. C'est ça qui est intéressant dans le nouveau partenariat qu'ils vont tisser. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec ça, ils vont réussir non seulement à rompre l'ancien ordre constitutionnel, donc à reprendre le contrôle politique du pays. 2, faire face aux défis d'ordre sécuritaire, et les résultats sont probants. Vous voyez, au Mali, on a pris Kidal, regardez au Burkina, toutes les terres arabes qui étaient occupées par les terreaux et qui jouissent et qui faisaient chuter la production agricole du Burkina, toutes ces terres arabes-là ont été récupérées suite à l'efficacité de la lutte contre les terreaux. Et on a pu réinstaller les paysans qui avaient quitté ces terres-là, mais mieux, on a pu les accompagner en leur dotant d'équipements motorisés pour doubler leur capacité de production. Ce qui a eu de faire quoi? De satisfaire non seulement le marché local, mais comme il y en a suffisamment, on peut maintenant exporter. Et c'est toute cette manne financière-là qui peut permettre à Ibrahim Traoré de pouvoir financer sur fonds propres une autoroute de 200 km. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si on a eu... ça là, c'est que vous voyez là, c'est petit, c'est rien. Hein. C'est vrai, ils sont en train de... Je vous l'ai dit, l'enfantement c'est difficile. Donc, les populations de l'AES sont en train de consentir un grand sacrifice. Parce qu'ils sont en train d'enfanter, je veux dire, une nouvelle Afrique libre,
mais surtout économiquement très riche, très important. Donc c'est vrai que tout n'est pas parfait comme on le voudrait, mais ils sont sur une très bonne lancée, et politique, et économique, et diplomatique. Il faut saluer ça. Je ne rentre pas dans les différents prouesses en matière économique qu'ils ont déjà fait, ou alors les productions qui se sont accrues, ou alors le nombre de tonnages qu'ils font en termes de tonnes d'or et tout ça. Ça, c'est vraiment les détails, hein. Mais sinon, c'est important. Donc, une fois qu'ils ont acquis ces 3 points-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à s'affranchir économiquement. Tu peux avoir ton pays, oui, mais économiquement, ton argent ne t'appartient pas. Tu n'as rien fait. Et c'est là que tout va se... Quand il dit tout va se gâter, pas que tout va se gâter pour eux, mais c'est là que la bataille, l'hiver noir, là, c'est de ça que le président est en train de parler. Parce que tout ce que les gens attendent des pays africains, c'est qu'ils ne puissent pas s'émanciper économiquement. Parce que si on est riche, on cherche quoi chez eux? De quoi d'autre on a besoin? Notre richesse ne va plus être expatriée vers d'autres cieux. Au contraire, tout va nous revenir. Mais plus tout nous revient, ça veut dire que eux s'appauvrissent. Puisque vous savez que beaucoup d'entre eux se nourrissent de ce que nous produisons, en grande partie. Il y a des pays qui ne produisent pas de minerais, qui ne produisent pas d'or, mais qui sont 4e, 5e en termes de dotation d'or dans le monde. Pourtant, ce sont ces pays-là ne produisent absolument rien. Mais c'est eux qui ont l'or. D'où est-ce qu'ils tirent toute cette manne financière? Ces pays qui ne sont pas des pays énergétiques, mais arrivent à avoir des centrales nucléaires. Qui enrichit ces centrales-là? Où ils tirent ça? Est-ce que... Donc, vous voyez toutes ces questions-là. Ça veut dire que si ils permettent aux pays africains de régner véritablement sur leur richesse, le lien de causalité, c'est que eux, là, ils vont avoir des problèmes. Et ça se sent déjà. Donc, le point le plus important, le point le plus culminant, c'est de pouvoir s'affranchir économiquement. C'est ce qu'on n'a pas permis à Kadhafi de faire pour les pays africains. OK? Bon, Kadhafi, lui, il a voulu mettre quelque chose en place, mais il a voulu directement toucher le dollar. Vous savez, la force des États-Unis, c'est leur monnaie. On dit non, c'est leur mille. Non. C'est vrai, ils ont une armée puissante. Parce que si tu veux protéger ton économie, il faut que tu aies une monnaie puissante. Si tu veux avoir, une monnaie puissante, il faut que tu aies une armée puissante pour protéger ton économie. Donc c'est normal qu'ils aient. Mais la force même des États-Unis, c'est le dollar. Parce que vous savez que le dollar est la monnaie utilisée dans les transactions mondiales, par exemple. Pourquoi? Est-ce qu'il doit rentrer là-bas? Non. Je ne rentre pas là-bas. Je rentre pas là-bas. On va rester sur mon vieux Ibrahim Traoré. Donc, on a fini de s'affranchir politiquement, diplomatiquement. Sur le plan sécuritaire, ça va. On arrive valablement à défendre notre territoire. On a remis dans le patrimoine du pays certains territoires ou certaines régions qui nous échappaient. Tout ça, c'est bien. Ce sont des acquis qui sont très appréciables. Ça prouve que notre lutte n'est pas une lutte vaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est l'aspect économique. Je vais vous poser une question. J'ai parlé tout à l'heure des États-Unis. Vous avez vu que les États-Unis ont une forte armée. Mais c'est parce qu'ils ont une grande économie. Une grande économie est toujours appuyée par une armée forte. Tu ne peux pas être économiquement fort et puis ne pas avoir une armée pour protéger ton économie. Ce n'est pas possible. Vous voyez la Chine? Vous voyez la Russie? Pour ne citer que ces quelques pays-là. Si vous voulez être économiquement assis, il vous faut une armée forte. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. On a tous suivi, parce que ce n'est pas caché, les dernières
les dernières acquisitions militaires du Mali, du Burkina, on a vu des... Comment on appelle ça? On a vu des... Comment on dit ça? Ouf! On a vu des... Comment on appelle ça? Des... Comment on appelle ça? Les lignes de voitures, là. Les lignes de voitures, quand plusieurs voitures sont alignées comme ça, là. Non, pas des missiles. Mais si, on a vu des colonnes de blindés sur plus de 5 kilomètres. Des colonnes. Vous avez vu, on a tout suivi. Et c'est de façon journalière. C'est-à-dire que les gens s'arment. Les gens s'arment. Les colonnes là. Les gens s'arment. Ils s'arment. Ils s'arment. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est uniquement ça là, c'est pour lutter contre les terroristes? Je vous pose la question. Est-ce que pour lutter contre les terroristes comme moto là, on a besoin de tout ce type d'armement? Et j'ai suivi l'un des discours du président du Mali. Non, j'ai jamais été à Bandoukou. J'ai suivi l'un des discours du président du Mali qui dit: ce n'est d'ailleurs pas tout qu'on vous montre. Il y a des armes que nous détenons dont nous ne pouvons pas justement en parler. Est-ce que nous sommes sûrs que c'est pour les terroristes? Moi, je pose une question. Le président Ibrahim Traoré a mis les pieds dans les plats. Le tourbillon de l'Afrique de l'Ouest aura bel et bien lieu. Vous avez vu qu'Africom a déposé ses bagages où ça? En Côte d'Ivoire. Parce que la production en matière d'or que génère le Burkina est ahurissante. C'est une catastrophe minéralière. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Alors que qui se constitue une véritable réserve d'or est prêt à amortir tous les chocs économiques qui vont venir dans un futur très proche. Je vous l'ai dit, l'or, c'est la matière la moins dépréciable au monde. Donc, toutes les grandes économies du monde adossent justement leur économie là sur l'or. C'est ça qui garantit en fait leur économie. Mais le Burkina, excusez-moi du terme, le Burkina chie l'or. Est-ce que vous pensez que les gens vont laisser ces pays-là gérer toute cette manne financière? C'est-à-dire que cette catastrophe minéralière-là, est-ce que vous pensez que... Non, c'est pas possible. C'est pour ça que la France a sauté pieds joints, mains liées, dans ce qui s'est passé au Bénin. Ah oui, puisqu'il faut ceinturer, l'AES pour que l'hiver noir ait lieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est un hiver comment? Sanglant, meurtrier. Donc, faites le lien avec, je ne dirais pas cette course à l'armement, mais voyez à quelle vitesse exponentielle les pays de l'AES s'arment. C'est incroyable. Comme si il s'apprêtait à faire face à quelque chose. Ibrahim Traoré va donner les raisons dessus pourquoi les pays de l'AES sont en train de s'équiper sérieusement. Donc, ces pays-là sont ceinturés. La Côte d'Ivoire, le Bénin, la Mauritanie, le Sénégal un peu comme ça. Le Togo, tout dernièrement, a décidé de marquer une rupture des bancs. Mais moi, je crains pour lui, honnêtement. Voilà, parce que il a décidé de ne pas faire partie. J'ai oublié le Nigeria aussi. Le Nigeria fait partie de l'hiver noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le président... Je vais parler, de la banque là rapidement, pour descendre maintenant sur le discours du président. Donc, quand la banque naît, ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué d'emblée que pour garantir justement ce taux de convertibilité là, 50%
de nos réserves d'échange sont sur les comptes d'opération. Mais si je ne fais plus partie du franc CFA, qu'est-ce qui sera la conséquence directe? Si j'ai ma monnaie, est-ce que je serai obligé de reverser mes 50% des taux d'échange? Hein? Mes réserves d'échange là, est-ce que je vais reverser ça? Non. Donc c'est quoi? C'est un manque à gagner puisque ces réserves d'échange là, mais appuient une autre économie. C'est de l'argent que eux autres peuvent utiliser pour injecter dans leur économie et ça constitue une sorte de garantie pour eux pour emprunter aussi. Mais s'ils n'ont plus cet argent là, vous voyez l'impact direct que ça a sur leur économie? Donc le fait de créer la monnaie là, c'est dangereux. Parce qu'une banque d'investissement, indubitablement, va vers la création de la monnaie. Mais comme on a des réserves qu'il faut pour garantir la solvabilité de la monnaie, parce qu'on a de l'or. Cette monnaie-là va s'appuyer sur va être garantie par 3 éléments importants. L'or, le pétrole, et puis quoi? L'uranium. Donc une monnaie comme ça, là, elle ne pourra jamais perdre de la valeur. Jamais. Donc, ça va induire que ces pays-là vont sortir du franc CFA. En sortant du franc CFA, on ne va plus reverser les 50% de nos réserves de change. Ça, c'est un. Mais mieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à ce qu'on nous rende déjà ce qu'on a déjà mis là-bas, là. Est-ce que vous voyez? C'est pas bon, hein? Mais oui! Parce que on a mis ces réserves-là on a mis ça en garant. On a garanti ça. Ça ne veut pas dire qu'on a donné cadeau. Est-ce que vous voyez? Donc, on va demander, ils vont demander nos réserves d'échange qui sont à la BCAO, là, donnez-nous ça. Et puis, ce qui est couché chez les Blancs là-bas, là, donnez-nous ça. Et puis, troisième, on n'aura plus à reverser 50% de nos réserves d'échange. Toute cette manne financière, là, sera gérée par la banque d'investissement que vous voyez qu'on a créée, qui a un capital de combien? 500 milliards. Est-ce que c'est de l'argent emprunté? Est-ce que vous voyez les petits Burkina, petits Niger, petits Mali débourser 500 milliards pendant qu'ils lancent une infrastructure routière de 200 milliards sur fonds propres? Ça veut dire que c'est des pays qui sont hyper riches. Ne vous amusez pas. Est-ce que vous pensez que cette oligarchie occidentale va laisser ce projet-là prospérer? C'est pour ça que je vous ai dit d'emblée que nous sommes en train d'assister à un changement du cours de l'histoire mondiale. On est témoin de quelque chose de grand. Donc ce que l'AES est en train de faire là, mais c'est pour nous aussi. Ok? C'est pour nous aussi. Donc quand je vois les gens, excusez-moi du thème, les décérébrés en train de se moquer de l'AES, j'ai pitié. J'ai compris pourquoi, même si je mets en doute maintenant ce pan de l'histoire là, j'ai compris pourquoi les Blancs n'ont pas eu trop de difficultés à nous instrumentaliser pour prendre nos parents, pour faire l'esclavage, quoi. Parce que regardez un combat qui est visible comme ça. Comment est-ce que des pays, des frères africains n'arrivent pas à le comprendre, à le percevoir, et on s'agglutine, on s'accroche à des personnes. Non, c'est mon président. Donc, comme mon président il est fâché contre lui là, donc moi il soutient mon... Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que, oui, bientôt l'immigration vers l'AES, mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. L'AES sera une puissance. Et moi, je vous le dis, pour ceux qui savent lire, qui savent comprendre les événements, ce qui est en train de naître, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ne vous amusez pas avec ça. Hein? Le Mali, en termes d'échange commercial, est le premier pays en termes d'échange commercial avec la Côte d'Ivoire. 900 milliards. Qu'est-ce que vous croyez? Ils n'ont pas encore créé quelque chose. Hein?
Hmm? Donc, qu'est-ce que le président, cette banque-là, va nous aider à nous affranchir définitivement? Et comme nous avons les garanties nécessaires pour créer la monnaie, c'est rien. On va créer ça. C'est rien même. On a tout ce qu'il faut. C'est rien. Mais en faisant ça, c'est un exemple que l'Occident n'apprécie pas. Donc Ibrahim vient dire aux Africains, il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique de l'Ouest, là, qui est dedans? Regardez, l'Afrique de l'Ouest, là, c'est le précaré de qui? Avant de la France. Et il est allé bien loin. Il est allé bien loin. Il a donné des détails. Prenez ce qu'il dit là au sérieux. Il y a quelque chose, il y a une bataille d'envergure qui va impliquer directement des États africains qui seront appuyés par l'oligarchie occidentale. C'est pour ça que les gens sont en train de s'armer. Parce qu'il ne faut pas que cela prospère. Il ne faut pas que cela prospère. Regardez ce que le président Ibrahim a dit. J'en parle avec des frissons, je vous l'assure. Vous voyez? Il dit que nous allons nous attaquer encore aux maux qui minent l'Afrique. Quels sont les maux qui minent l'Afrique? C'est la pauvreté. C'est pareil, on dit les pays africains sont pauvres. Mais qui se cache derrière cette pauvreté-là? C'est l'oligarchie occidentale. Donc quand il dit nous allons nous attaquer, il parle, mais comprenez en fait c'est un message qu'il nous envoie. Il dit nous allons nous attaquer aux maux qui minent l'Afrique. Mais les maux qui minent l'Afrique, c'est la pauvreté, mais qui est tapis derrière cette pauvreté-là? Donc c'est ceux qui sont couchés et tapis derrière cette pauvreté-là, c'est à eux que nous aurons affaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va lier l'hiver noir. Il va faire une corrélation de l'hiver noir au printemps arabe. Qui a bien suivi le printemps arabe? Qui a vu le bouleversement causé par le printemps arabe dans le nord de l'Afrique? Qui a bien suivi l'impact du printemps arabe? Donc, quand il fait une corrélation avec le printemps arabe, il a dit quoi? Nous sommes au regret de constater, c'est ce que je vous disais, que certains Africains ne se réveillent pas, alors que c'est pour eux qui sont en train de faire ça. Vous voyez? Si nous, là, on ne s'évertue pas à faire des communications poussées pour faire comprendre certaines choses, le combat peut ne pas aboutir. Et il en parle parce que ça peut impacter la forme du combat. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je veux dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse. Il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest. Quelque chose que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il y aura un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous voyez? Et il dit ce froid, c'est annoncé depuis la création de l'AES. Il a donné une forme, il a imagé ses propos. Il dit tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres. Mais il a parlé de ces pays. Parce qu'il dit c'est l'Afrique de l'Ouest en fait. Donc il a parlé des pays d'Afrique de l'Ouest. Sans les nommer. Mais qui vont être touchés par ça. Parce qu'il va le dire. C'est pour ça que je suis en train de le lire. Pour ne pas inventer, pour ne pas dire ce qu'il n'a pas dit. Ok? Il dit... Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau, pour en faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. C'est qui les loups ici?
Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes, pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Le président Ibrahim est très profond. Je vais revenir sur ça. Il dit malheureusement, certains ennemis de l'Afrique sont eux-mêmes africains. Donc, il dit qu'il y a l'hiver qui va venir sur l'Afrique de l'Ouest, mais en même temps, il dit que certains ennemis de l'Afrique sont eux-mêmes africains. Donc, il indexe indirectement ou directement, ça dépend, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont aussi être partie prenante dans l'hiver noir qui arrive. La France ne viendra pas venir blaguer des bombes. La France va faire une guerre interposée. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il va se désoler de ce fait-là. Mais il va dire aussi cette chose. Force est de constater que certains noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres fraîches pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups, font en sorte que nous, chasseurs de loups, ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour ne pas que nous puissions pas, pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Il s'adresse à qui là? Il s'adresse à qui? Ceux qui brisent les cailloux pour ne pas que les gens puissent surprendre le loup, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux pays de l'Afrique de l'Ouest qui ceinturent l'AES et qui vont faire partie de l'hiver. Non, la France d'abord, mais c'est surtout ceux-là. Parce que la bataille va se faire en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc les vendus là, ceux qui vont faire cette guerre, et le président Laurent Gbagbo l'a dit, que Alassane Ouattara n'a pas à sous-traiter une guerre qui n'est pas la nôtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il n'a pas à sous-traiter une guerre qui n'est pas la nôtre. Effectivement, ce n'est pas la nôtre. Qu'avons-nous à nous tirailler avec les pays de l'AES? Qu'avons-nous à nous tirailler avec les pays, avec le Burkina? Que vient faire l'avion nigérien sur le territoire béninois, en laguant, en bombardant même? C'est pas bon. C'est à eux qui s'adressent. C'est eux. Ok? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux qui nous combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés? Vous voyez la question qu'il pose? Il dit, quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux qui nous combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés? C'est-à-dire que quand les gens vont venir attaquer l'AES là, et que nous allons faire front là, est-ce que ces pays qui auront prêté le flanc, qui auront adoubé cela, qui auront prêté leur territoire, est-ce que quand nous allons riposter là, est-ce qu'on devra les épargner? Hein? En fait, ça même, je ne devais pas décortiquer, parce que s'il a utilisé des images pour parler, c'est parce qu'il y a des informations qu'il ne veut pas lâcher. Ouais, non? C'est parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas dire. C'est pour ça qu'il utilise une sorte de... Voilà. Donc, je ne sais pas même s'il doit trop décortiquer encore comme ça, mais... Parce que je me suis posé la question. Mais le président, ouais, il utilise la métaphore, mais le président Ibrahim, là, c'est le gars, il parle quand il veut parler. Il s'en cache pas. Il dit, vous voyez, mais comme le problème est sérieux, il va utiliser cette métaphore-là. Mais à qui il s'adresse? C'est à nous. Il nous explique. Parce que si tu mènes une guerre, si tu mènes une cause qui est noble pour quelqu'un et que cette personne ne comprend pas que c'est pour lui que tu fais ça, tu as échoué d'avance. Parce que cette personne va te combattre. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo dit que il n'y a pas plus pire que de se battre pour quelqu'un qui ne comprend pas que c'est pour lui que tu te bats. Donc c'est à nous qu'il parle en fait. C'est au peuple africain. C'est ce message-là qu'il nous envoie. Il nous prépare déjà. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui ne s'est jamais produit. Moi, je dirais comme ça, en Afrique. Je vous l'assure, parce que ça,
C'est le kyste du développement et de la souveraineté totale pour tous les Africains. Ils nous prennent pour des rêveurs. Alors que les choses sont en train de se passer, ils n'étaient même pas en train de parier qu'on allait avoir le contrôle sur certains territoires qui étaient annexés par les terreaux. Parce qu'ils nous ont vus avec des fusils en bois. Donc, ils étaient persuadés que les fusils en bois, là, allaient toujours être notre dotation, de telle sorte que nous n'allions jamais pouvoir faire face aux terreaux. Mais ils voient les résultats. Et ils font croire que nous sommes encore dans de l'utopie. Mais c'est faux, c'est factuel, c'est réel. On voit ça, c'est palpable. Nos acquis, là, on peut les quantifier. On peut les sourcer. Aujourd'hui, on a la création de la banque d'investissement. Demain, on sortira du franc CFA. Donc, est-ce que les gens vont laisser faire ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le président Ibrahim va poser cette question-là pour dire, avec les montées, il dit, quand l'hiver viendra, ça veut dire quoi? Il pose la certitude qu'effectivement, les choses vont se passer comme telles. Parce que il n'est pas en train de conditionner sa phrase. Voilà. C'est un futur qui va exister. Il dit, quand ça va venir, quand l'hiver viendra, devons-nous nous permettre à ceux qui nous combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés? Il pose encore la question. Avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu? La salle va répondre non. C'est le message qu'il envoie aux pays d'Afrique de l'Ouest qui vont prêter le flanc pour que l'hiver noir arrive. Ils ne vont pas s'en sortir de la manière la plus simple possible. C'est ce qu'il est en train de dire. Et quand il pose la question, ceux qui répondent non là, en fait, c'est nous qui répondons pour dire, comme ils auront pris part à l'hiver noir, ils devront aussi en payer les conséquences. Parce que quand nous allons vaincre pendant l'hiver noir, qui sera comme très froid, sanglant et meurtrier, il faudra que tous ceux qui auront été complices de cet hiver noir-là puissent payer. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il pose la question. Est-ce qu'on va aussi leur permettre de se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés? Parce qu'on s'est battu seul avec notre sueur, avec notre lame, avec notre souffrance. C'est ça les manteaux. C'est ça le bois qu'on a utilisé pour résister. Vous voyez? Et eux, ils nous empêchent d'utiliser ces manteaux-là, mais ils donnent la possibilité pour ne pas qu'on puisse se protéger avec ces manteaux que nous avons nous-mêmes confectionnés. Le président Ibrahim, il parlait beaucoup. En tout cas, je me suis posé la question quand j'ai relu cela, pourquoi il a utilisé cette métaphore, pourquoi il a imagé ces dires, pourquoi il n'est pas allé droit au but comme à son habitude, à son accoutumée. C'est parce que quand il y a les grands événements, les sages utilisent toujours une image pour que ce soit les intelligents qui puissent en saisir la quintessence et faire partie de cette histoire qui va venir là. Parce que quand tu as compris ça, tu vas te mettre dans les dispositions qu'il faut pour attendre l'hiver noir. Et il a posé encore une question. Quand les gens ont répondu non, il dit, qu'adviendra-t-il du panafricanisme quand l'hiver viendra? C'est question-t-il. Il dit, l'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Mais quelle guerre qui se transporte en Afrique de l'Ouest? Quelle est la guerre qui a lieu en ce moment qui va se transporter en Afrique de l'Ouest? Moi, je lui pose la question. Le président il nous a tout expliqué. Il nous a donné les enjeux. Il nous a dit ce dans quoi exactement l'AES se trouve et c'est à quoi nous serons confrontés. Merci. L'Ukraine, c'est une guerre par quoi? C'est une guerre interposée. Est-ce que vous voyez? Merci. Merci pour ce... Ouais, l'Iran, l'Ukraine, tout ça. Mais est-ce que c'est l'Ukraine qui se bat? Une guerre par procuration, merci Soleil. Une guerre par procuration. C'est pas l'Ukraine qui se bat. Hein? Mais cette guerre-là va se déporter en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous voyez? Les mêmes acteurs que vous voyez en train de se chicoter
Hein? Donc, les mêmes acteurs, c'est qui? Les mêmes acteurs, c'est qui? L'OTAN, Russie, voilà. C'est pour ça qu'il dit ça. Il dit, l'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a une guerre qui a lieu, qui va se transporter en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'il dit que ce sera un hiver comment? Sanglant et meurtrier. Et je vous ai comparé cela à l'enfantement d'une femme. Pour dire que vraiment, une femme qui avait enfanté, vous voyez les douleurs. Nous sommes en train d'enfanter. Nous sommes en train d'enfanter quelque chose de grand. Nous sommes en train d'enfanter quelque chose de grand. Le président Brahim va continuer. Il dit, c'est un discours qui est fort. Hein. C'est un discours qui est fort. J'en suis tout ému. Ok? Il a dit beaucoup de choses. J'en suis vraiment tout ému. Il a dit, je vais sauter pour ne pas, je ne vais pas donner trop de détails. Je sais que vous comprenez. Je sais que vous avez suivi. Je sais. Je vais dire exactement ce qu'il a dit à la fin. Il dit, la communication sera l'arme qui sera employée. La communication va faire partie de l'hiver qui arrive. Vous voyez, il faut que nous autres prenions nos bâtons. Moi, je communiquais rarement sur l'AES. Mais je suis journalièrement. J'ai ma veille journalistique que je fais sur l'AES. Parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Mais je communique très peu parce que je suis plus enclin à communiquer pour, comment on appelle ça, pour choses, comment on appelle ça, pour mon pays, voilà, avec ce qui se passe dans mon pays, voilà. Donc, j'ai compris que je dois m'intéresser de plus en plus à l'AES. Voilà. Annie, tu peux capturer, hein. On est à 840, hein. On a 840 personnes qui me suivent après à 3 heures du matin. Le président Brahim Traoré a dit ceci. Et ça m'a plu. Il dit, restez serein. Dieu protégera l'AES. Dieu qui est si juste, Dieu qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouviez supporter ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce que je disais tantôt. Ok? Personne n'aurait cru que vous pouviez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre. Nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse nos populations résilientes et résistantes. Que Dieu nous unisse davantage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le président Ibrahim, c'est un discours que chaque frère africain se doit de garder précieusement. Ceux qui peuvent l'imprimer, qu'ils l'impriment. Ceux qui peuvent l'encadrer, qu'ils l'encadrent. Ça sera le témoignage de l'histoire. Ce discours que vous voyez là, on va l'étudier pendant très longtemps. Parce que ce discours-là va nous servir de témoignage en face de ce qui va arriver comme étant la nouvelle naissance. Et il a dit, beaucoup ne croyaient pas qu'on allait en arriver là. Beaucoup ne croyaient pas même que les peuples et les populations allaient supporter ce que vous êtes en train de supporter. Ils sont toujours en train de penser que nous sommes en train de rêvasser. Que ce qui se passe, c'est juste des populistes, des personnes qui veulent nous faire croire qu'ils sont en train de lutter ou combattre pour un idéal,
alors qu'ils trompent les populations pour exploiter ces populations-là. Voici ce que les gens, les ennemis, ceux qui nous empêchent d'utiliser nos manteaux pour nous protéger, ceux qui nous empêchent d'utiliser les bois là pour pouvoir bâtir notre pays, le président Ibe est en train de les ramener à la réalité selon laquelle nous ne sommes pas dans un rêve. Aujourd'hui, nous avons mis en place notre banque d'investissement. Aujourd'hui, nous avons les ressources pour pouvoir garantir la solvabilité de notre monnaie qui va être créée bientôt. Mais plus l'hiver noir qui arrive, nous allons y faire face, nous allons y faire front. Pourquoi? Parce que cette confédération-là a décidé de payer le prix le plus fort. Et au regard de l'histoire même de ces pays-là, vous comprendrez que ce sont des pays qui ont toujours lutté, combattu, même pas au travers de leur épopée. Vous avez vu ces histoires fantastiques où ils ont eu des gens prêts à se sacrifier pour la cause de plusieurs. C'est à nous qu'il revient de nous battre, de soutenir le combat de l'AES. C'est encore à nous de communiquer suffisamment pour faire comprendre les tenants et aboutissants des enjeux qui se passent en ce monde de l'AES. Comprenez que la création de cette banque augure de lendemain meilleur. Ceux qui aujourd'hui se moquent ou ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont mieux que l'AES, ne soyez pas, je vais dire, choqués par ça, parce que ce sont ces mêmes-là qui iront frapper et toquer à la porte de l'AES. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. J'ai fait un peu tard. Je voulais juste faire l'analyse du discours du président Ibrahim Traoré, mais d'abord poser le cadre. Donc ceux qui m'ont suivi depuis le début, j'ai essayé de faire une schématisation de ce pourquoi l'AES a désiré s'affranchir, les relents économiques qu'a justement cet affranchissement, mais surtout pourquoi économiquement il est temps de s'émanciper et pourquoi le président Ibrahim Traoré prédit et prévoit cet hiver noir-là. Donc, ce n'était vraiment pas un panel pour faire monter, il s'est fait tard. J'aurais pu le faire dans la journée, mais j'ai pas voulu être beaucoup plus long que ça, parce que plus on est long, moins on retient. Voilà, quand vous dites beaucoup de choses, on retient pas beaucoup. Mais quand le panel n'est pas très long, avec les informations qui sont concises et précises, tout le monde en retourne avec quelque chose qu'il aura au moins retenu, n'est-ce pas? Donc, on va pas faire 2 heures, 3 heures de panel au risque de perdre les informations que nous avons eu à partager ensemble, au risque de perdre les analyses que nous avons fait. Donc, j'ai dit que désormais, je vais m'évertuer à communiquer de plus en plus sur les défis majeurs de l'AES. Voilà. Sur l'aspect économique et tout ça, et les implications de cette révolution-là au niveau mondial. Et pourquoi les pays africains qui nous entourent, qui normalement devraient s'associer à l'AES pour mener cette lutte-là contre le terrorisme et tout ça, pourquoi ces pays-là? C'est vrai, on sait, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans les détails pour qu'on ressorte beaucoup plus d'informations. Et par exemple, le discours qu'a donné le président Ibe, vous voyez que ça nous a donné... Le président Ibe, il est très profond. Et j'ai été touché. Quand j'ai lu son message, que j'ai regardé, j'en ai eu la chair d'épaule, je me suis dit non, je ne peux pas ne pas parler de l'AES aujourd'hui. Donc, on va se retrouver pour parler de plus en plus de l'AES. Moi, je vais remercier tous ceux qui ont pris le temps de me suivre. Je sais qu'il se fait très tard pour certains qui sont dans d'autres pays. On va remettre cela. Voilà, on va prévoir à chaque fois, dans la semaine, 2 jours où nous allons communiquer. Parce que je comprends. Parce que le président Ibe a dit que la communication va faire partie de ce qui va arriver. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça a été un plaisir. J'espère que l'analyse que j'ai faite a été objective. Voilà. Et que je me suis tenu de rester très proche de la réalité. Je n'ai pas dit des choses qui n'existent pas. Je me suis simplement appuyé sur les faits et j'ai tiré moi-même comment je peux dire ça? J'ai tiré moi-même les leçons, voilà, de cela avec les sources et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir avec tout ce beau monde qui a eu à me suivre. On va se retrouver, on va continuer ainsi de suite pour donner beaucoup plus d'explications. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Burkina, c'est mon pays de cœur.
Bientôt, bientôt, bientôt.